Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andréa Bonny. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va discuter de beaucoup de choses. Et tout de suite pour commencer, j'ai avec moi l'auteure Janine Messadier qui vient nous parler à propos de son récit épistolaire intitulé « Lettre à Taha Ben Djalloun ». J'espère que je le dis bien, Janine. Absolument. Bonjour Claude-Andréa et merci. Merci de l'invitation. Ça fait vraiment plaisir parce que ça fait longtemps là qu'on essaie de savoir avec toi sur l'émission. Et tout de suite pour commencer, là, ma question, c'est de savoir, Taha Ben Djalloun, c'est quoi le lien avec lui? Oh, mon Dieu, Taha Ben Djalloun, ça a été une rencontre, mais une rencontre à travers ses livres. C'est comme ça que j'ai connu Taha Ben Djalloun. Et donc, c'est un auteur d'une grande production littéraire qui est faite, ma foi, de poèmes, de romans, de nouvelles et d'essais. C'est un grand auteur, j'aime beaucoup son écriture. Et d'ailleurs, je l'explique dans ma web émission, c'est quoi ce coup de cœur? Pourquoi j'ai eu ce coup de cœur pour un livre en particulier? J'en ai plein des livres de Taha Ben Djalloun ici, mais cette aveuglante absence de lumière a été pour moi vraiment un coup de cœur extraordinaire. Plus qu'un coup de cœur, ce livre m'a vraiment profondément touchée, Claude-Andréa. Cette aveuglante absence de lumière, c'est comme tu viens de le mentionner, Janine, c'est vraiment le roman qui t'a touché le plus. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est retrouvé dedans? Ou quelle a été l'histoire qui a vraiment chamboulé ta vie? Parce que ça a chamboulé ta vie, il faut le dire. Oui, en fait, ça m'a poussée à lui écrire parce que ce livre-là, assez fluide et de manière assez crue, la détention de prisonniers, évidemment, qui ont essayé de faire tomber le roi Hassan II. C'était un grand dictateur. Et vous savez, dans toutes les dictatures, il y a énormément d'exactions, il y a des choses très difficiles à vivre. Et donc, c'était une prison secrète qui a été construite entre 72 et 73 par le roi Hassan II, après le coup d'État avorté contre lui en 71, alors qu'il célébrait son 42e anniversaire au Palais Royal. Et sur les 58 militaires qui faisaient partie du coup d'État, et ils ont tous été incarcérés sans jugement. Et 26 d'entre eux ont survécu. Pourquoi? Parce que Taj Mahal, pour tout te dire, Claude-Andréa, avait d'Alcatraz marocain. Donc, on peut comprendre des conditions d'incarcération extrêmement inhumaines. On y mourait vraiment à petit feu, cellules étroites, où l'on marche à quatre pattes, on est privé de lumière, on était enfermé 24 heures sur 24, avec des rations de nourriture minimales, aucune protection contre la chaleur ou le froid, pas de blessures, très peu de contact, ou pas du tout même, avec les autres prisonniers, dans un isolement absolument effroyable. Et c'est ça qui m'a le plus touchée, c'est que je me suis dit, wow, comment est-ce que ce personnage a pu survivre? C'est finalement, à travers sa foi, sa force intérieure, sa résilience, qu'il a pu survivre à ces conditions inhumaines et transcender la mort. C'est ça qui m'a le plus marqué, si tu veux. OK. Et puis là, en même temps, ça me fait rire et ça me fait penser que c'est pour ça, là, pour cette raison-là, parce que je me disais que les valeurs ou la force de caractère du personnage principal de ce roman-là, c'est quelque chose qu'on vivait pendant la pandémie. C'est pour ça que je galérais pour t'avoir quand tu as sorti l'ouvrage en février, mais tu étais tellement occupée qu'on ne pouvait pas. Puis maintenant, là, même si on dit que la pandémie est en train de passer, c'est des mêmes affaires qu'on vit, beaucoup de résilience et tout ça. Donc, ça vient un peu en contexte avec notre moment. Ça vient en contexte, mais je dirais que le contexte de la dictature est beaucoup plus effroyable. Oui, définitivement. Comme tu le sais, dans certains pays,
des droits de l'homme extrêmes, il y a des détentions inhumaines également extrêmes. Pense un peu à Mandela qui a été 27 ans dans une prison. C'est un grand monsieur, Mandela et sa prison. Alors 27 ans, tu sais, dans une prison pour qu'un noir ait... Ça, c'est des choses extrêmement dures et difficiles à vivre. Et ce que raconte Tahar Benjelloun dans cette aveuglance, absence de lumière, ben, c'est un peu ça. C'est vraiment je dirais des violences extrêmes. Alors, des dictatures extrêmes. Alors, Janine, je pense que je vais te garder avec moi parce qu'en plus d'avoir écrit ce récit épistolaire-là, tu t'es aussi lancée avec les éditions Interlignes dans une web émission. Et je pense que juste après la pause, on va parler du contenu. Alors, j'aimerais vous garder avec moi. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On revient juste après la pause. Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez Rogers.com. Cette semaine, à Nathan parle, vous la connaissez, je reçois Sabine Daniel, oui, une amie à moi, aussi productrice de l'émission Suivez-moi à TV Rogers. Nathan parle, mercredi 20h, sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je m'entretiens toujours avec l'auteure Janine Messadier à propos de son ouvrage, de son récit épistolaire intitulé « Lettre à Tahar Benjelloun ». Et Janine, avant la pause, on parlait de tous les critères, je vais dire, de toute la force de caractère que le personnage principal dans ce que tu as lu de Tahar Benjelloun t'a enseigné. Puis maintenant, est-ce que tu pourrais nous faire un lien avec ta vie personnelle? Parce que je sais que dans la web émission, tu en as un peu parlé. Oui, tout à fait. Alors, lorsque j'ai commencé à écrire cette lettre à Tahar Benjelloun, qui a été pour moi comme un appel, hein, je me suis plongée dans mes souvenirs et j'ai trouvé qu'il y avait un écho avec une relation que j'avais eue avec un cinéaste irakien qui avait vécu également énormément de souffrances sous le régime de Saddam Hussein. Alors, je me suis mise à parler un peu de cette expérience avec ce cinéaste et j'ai fait un parallèle finalement entre les deux personnages, le personnage de Tahar Benjelloun et ce cinéaste irakien, et il y a des parallèles entre les deux. C'est pas le même genre de souffrance, mais les deux, si vous voulez, ont fait appel à la résilience, à cette force intérieure qui est en nous, hein, que nous avons tous, mais qui ont fait preuve vraiment d'une volonté, d'une foi incommensurable pour justement transcender la mort et survivre. Il y a tellement de... Je ne sais pas comment expliquer ça aux gens. Ils vont aller regarder la web émission sur le site web, mais
C'est tellement rempli d'émotions, la manière dont tu présentes déjà même ton rapport avec l'ouvrage de Taha Benjelloun qui est intitulé « Cette aveuglante absence de lumière ». Et là, on voit même l'image en particulier où est-ce que tu montres comment tu as saisi ce livre-là, comment ensuite tu t'es imprégné de lui et comment tu as sorti la lettre à Taha Benjelloun. Et c'est incroyable ton travail. Merci beaucoup, Claude Andréas. Je suis contente que tu l'aies aimé. Cette web émission, en fait, c'est les éditions L'Interligne qui ont répondu à l'appel d'Ontario Créatif et qui ont proposé à 5 auteurs de créer sans technicien, sans artifice, avec nos iPhones, une web émission de 20 à 30 minutes. Il y en a qui se sont lancés dans plus long que moi. Moi, j'ai fait 20 minutes. J'ai beaucoup filmé durant l'été, justement, au cours du mois de juin. J'habite tout près de la rivière Rideau, donc à peu près du parc riverain. Donc j'ai été filmer les pierres, l'eau et le ciel, évidemment, que je prends souvent en photo de chez moi. Et ça m'a permis, si tu veux, d'habiller le texte, ce que j'avais envie de dire, au fond. Et moi, je me rends compte que le contenu même du récit épistolaire n'a carrément rien à voir avec le contenu de la web émission. Donc, pour ceux qui vont prendre l'ouvrage, là, on va vraiment les inviter à aller écouter la web émission parce que j'ai l'impression que tu récrées l'histoire à chaque fois que tu as le micro. Oui, c'est très vrai ce que tu dis, mais il y a quand même des parallèles. C'est-à-dire que la web émission ressemble, si tu veux, dans la texture, dans l'ambiance, dans le propos, à Lettre à Taha Benjelloun. C'est la même ambiance poétique, la même ambiance de confidence, parce que, bon, le récit, c'est une lettre, hein, je l'adresse à Taha Benjelloun, mais derrière le je m'adresse à lui, il y a évidemment le collectif à qui je m'adresse. Donc, il y a des parallèles, il y a des similitudes entre la web émission, on me l'a beaucoup dit, ça ressemble à ton livre. Mais en même temps, bon, ça dépend. Les gens peuvent y voir d'autres choses. Et c'est tant mieux si on voit d'autres choses, si on voit d'autres voies. Hein, c'est merveilleux, ça. Et puis, ce qui, moi, en tout cas, personnellement, peut-être que c'est comme tu viens de le mentionner, ça dépend de l'œil qui regarde ou ça dépend de l'oreille qui l'entend. Moi, c'est beaucoup plus le côté émotionnel, moi, je dirais, dans la vidéo, dans la web émission, parce que là aussi, on a des images. Tu nous fais voyager, même si c'est tout près de nous. C'est dans la région que tu as pris toutes ces belles images-là. Donc, je me dis, c'est incroyable. Là, il faut vraiment regarder le travail que tu as fait. Et tu l'as fait carrément seul, hein, pas avec des caméras professionnelles, pas avec de techniciens. Tu étais toute seule. Toute seule. C'était difficile, je dois t'avouer. L'exercice n'a pas été facile. Mais quand même, ça a été, une fois que c'était terminé, puis tu dois voir le nombre de copies que j'ai. J'ose même pas me débarrasser des photos ou des vidéos parce que je me dis, mais il va falloir que je le fasse parce que mon iPad va exploser. Mais ça a été très, très agréable à faire. Et c'est comme si je rentrais dans le pourquoi de manière plus profonde, le pourquoi de l'écriture, le pourquoi de cette lettre de manière beaucoup plus profonde. Et c'est vrai que parce que tu dis, les images apportent de plus émotif, de plus émouvant, oui, effectivement. Mais oui. Pour un premier ouvrage, tu te lances dans un récit épistolaire, Janine, et puis c'est pas un petit récit épistolaire parce que c'est lourd d'émotions. Est-ce que tu nous prépares quelque chose d'autre après ça? Oui, je suis ça, c'est la primeur. OK. Oui, en fait, c'est la primeur. Je suis en train d'écrire, effectivement, un roman. Enfin, je l'appelle comme ça pour l'instant. Un roman avec, cette fois, 4 personnages. 4 personnages, oui. Alors, ça va être très, très différent de Lettre à Taha Benjelloun. Ce ne sera pas une lettre, évidemment. Mais, par contre, il y a dans ce roman une partie épistolaire, parce que un des personnages principaux, un des personnages principaux, pardon, je me corrige moi-même, écrit une lettre à un moment donné à son amant, mais je n'en dis pas plus. Hein. Oui, on aime l'effet surprise. Donc, on va t'attendre ici quand le roman va paraître pour en discuter. Merci beaucoup, Janine. Tu as fait un excellent travail. Et puis, on va inviter les gens à se procurer et le récit épistolaire et à voir la web émission sur le site Internet. Bonne journée et bon week-end.
Merci beaucoup, Claude Andrea, et à toute ton équipe. Merci énormément. Merci de l'invitation. Alors, pour vous autres à la maison, comme je viens de le mentionner, pour avoir le récit épistolaire de Janine Messadier et même pour voir la web émission, pour la web émission, vous pouvez tout de suite aller sur www.interligne.ca dans l'onglet Écho, mais vous allez voir web émission pour avoir accès à toutes ces web émissions-là. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler de gaspillage alimentaire avec notre diététiste professionnelle Isabelle Normandin. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Le temps majeur monte leur landau. Qu'est-ce qu'ils ont tous à prendre la tête, les disjonctés. Les disjonctés. Mes lunettes noires vous importunent. Des inquiétudes, je n'en ai aucune. J'ai disjoncté. J'ai disjoncté. J'aime bien mon ignorance de disjoncter. De toute façon, la vie est courte, faut disjoncter. Anticiper les conséquences de disjoncter. Je vois très bien le mouvement des disjonctés. Un vive allure sur l'autoroute, c'est à disjoncter. Sans même savoir ce qu'il en est de disjoncter. Je fonce tout droit vers une impasse en disjoncter. Je suis pas le seul, la race humaine à disjoncter. Disjoncter. Vas-y, essaie, tout le monde le fait, disjoncter. Disjoncter. Instagram, ce que l'on porte, soit on se pique ou on picole, c'est conformiste. C'est conformiste. Ça fume des grammes derrière les portes, arrête ton drame, parler de la sorte, t'es conformiste. T'es conformiste. Ça dit être contre la société sans pas les puants si on les juge non conformistes. Non conformistes. Pourtant ça suit comme des moutons, tu vois lesquels, c'est le panurge en conformiste. En conformiste. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant de gaspillage alimentaire avec notre diététiste professionnelle Isabelle Normandin. Et puis Isabelle, maintenant, je pense qu'à chaque fois que tu viendras sur l'émission, je vais porter un masque. Parce que j'ai l'impression que tu vis chez moi. Comme quand j'ai vu ça, je dis, OK, moi je fais pas de gaspillage, mais quand j'ai lu les notes, je dis, oh, oh. Oui, puis en fait, je trouve que c'est un sujet qui fait peut-être même suite à un sujet dont on avait déjà discuté ensemble, qui était, en fait, comment s'assurer là, de pas payer trop cher à l'épicerie. Mais là, ensuite de ça, une fois qu'on arrive à la maison, c'est important aussi de savoir comment conserver nos aliments côté budget, mais aussi côté environnement. Donc, je trouvais que c'était une belle suite là, à un sujet qu'on avait déjà discuté ensemble. Merci beaucoup. Et comme tu viens de le mentionner, là, parlons de la cherté de la vie, là, je vais le dire comme ça. Les produits, là, commencent à devenir de plus en plus chers. Même en période pandémie, on peut le constater. Donc, quand on parle de gaspillage alimentaire, là, il faut penser aussi à ça. Qu'est-ce qu'on a à la maison? Très vrai. Qu'est-ce qu'on peut laisser tomber? Exactement. Puis, c'est ça, en fait, le coût de l'épicerie ne fait qu'augmenter là, dans les dernières années. Donc, les gens cherchent des façons d'en avoir le plus possible pour leur argent sans non plus laisser tomber la saine alimentation. Ça coûte plus cher s'acheter des fruits, des légumes frais. Donc, je trouve que c'est important aussi de savoir, une fois que je les ramène à la maison, qu'est-ce que je peux faire pour les conserver le plus longtemps, puis pas jeter ces aliments-là au bout de quelques jours, finalement, parce qu'ils sont plus bons. Et si les gens comme moi, ils se disent, moi, je fais pas de gaspillage alimentaire, si on remarque bien, là, je pense que tout le monde fait quelque part un petit gaspillage alimentaire. Qu'est-ce que tu en penses? Absolument. Je suis très d'accord, puis je m'inclus là-dedans aussi. En fait, on peut toujours s'améliorer. Non, absolument, on peut toujours s'améliorer. Il faut aussi faire en fonction de ce qu'on est capable. On n'a pas besoin de tout chambouler nos habitudes, mais des fois, c'est des petits gestes qui permettent vraiment de faire une différence. On regarde, par exemple, simplement, là, juste connaître le contenu de son frigo avant de partir pour l'épicerie. On a tous déjà fait un achat, puis là, en arrivant à la maison, on le range dans le frigo, dans l'armoire, puis on fait « Ah,
je n'avais déjà, j'avais pas remarqué. C'était peut-être caché derrière d'autres choses dans le frigo. Donc, de un peu faire l'inventaire de ce qu'on a à la maison avant de quitter pour l'épicerie. Déjà ça, c'est juste un petit pas qui peut nous permettre d'éviter de gaspiller des choses. Tu sais, je m'inclus là-dedans. La semaine passée, je suis allée à l'épicerie, j'ai acheté des raisins, je suis revenue à la maison, j'en avais déjà. Donc, vraiment, de se faire une liste de ce qu'on a besoin ou de ce qu'on a déjà, c'est bien. Il y a même plusieurs applications qui existent pour ça sur les appareils mobiles. Ah oui. Il y en a qui se font des petites listes à la main sur un papier de ce que j'ai déjà au frigo, planifier leur menu de la semaine comme ça, ou même il y a des petits tableaux blancs là, qu'on peut coller, aimanter sur le frigo, puis on peut se faire une petite liste de ce que notre frigo contient ou de ce qu'on aura besoin au fur et à mesure qu'on utilise là, la nourriture dans le frigo. Donc ça, c'est des petits trucs faciles qui peuvent éviter beaucoup de gaspillage alimentaire. Il y a un point que j'ai surligné en jaune que tu as partagé avec moi concernant notre émission. J'étais choquée, mais tu as écrit que si on met ensemble les terres agricoles qui produisent de la nourriture qui ne sera pas consommée en une année, ça équivaut à la superficie du Canada et de l'Inde. C'est beaucoup, là. Ça veut dire qu'on fait beaucoup de gaspillage. Absolument. Puis le gaspillage, c'est triste en tant que tel, mais ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'une fois qu'on a enfoui ces déchets alimentaires-là, ils vont fermenter, faire du CO2 qui contribue au réchauffement climatique aussi. Donc, en plus d'avoir perdu nos sous à la maison parce qu'on jette des aliments, finalement, on contribue au réchauffement planétaire. En plus, côté environnemental, ça a des impacts négatifs. Donc, tout est mis, en fait, tous les éléments sont là pour se dire, OK, faut qu'on fasse un petit effort chacun de nos côtés là, pour réduire ça le plus possible. Définitivement. Là, tu nous parles de comment prolonger la durée de nos aliments. Tu m'as donné comme point connaître le contenu du réfrigérateur. On vient d'en parler tantôt. Mais il y a un point que moi, j'aimerais qu'on discute particulièrement parce que ça me concerne, planifier nos achats. Comment planifier nos achats? Parce que tu sais, Isabelle, on peut acheter, par exemple, des conserves qu'on peut conserver longtemps, mais les légumes, par exemple, ça, c'est assez difficile. Absolument. Récemment, j'ai discuté avec quelqu'un qui disait, moi, à la maison, mon truc, en fait, c'est de mettre ces aliments-là, les aliments frais, là, mes fruits, mes légumes, je les mets pas dans les tiroirs de mon frigo. Moi, je les laisse à la vue. Je vais mettre mes condiments, par exemple, le ketchup, la moutarde, les choses que j'utilise plus régulièrement puis qui ont une plus longue durée de vie. Ça, c'est ce que je vais mettre dans les tiroirs. Comme ça, j'ai à la vue tous les jours mes aliments frais que je pourrais perdre et ça m'incite à les utiliser avant qu'ils deviennent moins bons. Donc ça, c'est déjà un bon truc pour essayer d'utiliser. Maintenant, au niveau planification, comme tu me demandais, ça peut simplement être de choisir quelques recettes avant de partir à l'épicerie. Puis là, de regarder, dans mon frigo, j'ai déjà du brocoli, j'ai déjà du poulet, donc j'ai pas besoin de racheter en double ou en fait de savoir ce que je vais utiliser pendant la semaine. Donc, si cette semaine, je n'ai pas de recette qui contient du brocoli, j'en achèterai pas, sinon je vais seulement le gaspiller finalement. Il y a des gens qui sont comme peut-être moi, là, qui n'aiment pas tout le temps aller à l'épicerie. Fait que moi, c'est pour ça que je me suis reconnue tellement. Là, je peux acheter, surtout pour mes légumes, la tomate, du poivron. Quand j'en achète, je me dis, OK, je vais l'utiliser. Je l'utilise, mais arrivé à un moment, je fais le paquet, par exemple, ma nourriture pour la semaine. Fait que pendant pratiquement 3-4 jours, je touche plus les autres tomates et puis elles commencent à pourrir, là. Oui. Puis ça, je pense que c'est généralisé. Là. On fait tous un peu ça. Donc, un truc dans cette situation-là, disons que j'ai planifié faire une recette avec des tomates cette semaine, puis que finalement, j'ai plus le goût, puis j'ai changé d'idée, j'utilise autre chose. À ce moment-là, ce que je peux faire, c'est de les conserver autrement. On pourrait, par exemple, utiliser nos tomates, les mettre au four pour, en fait, faire perdre un peu de l'eau et ensuite les conserver dans un contenant hermétique avec de l'huile au frigo. Ça fait comme des tomates confites qu'on pourra utiliser éventuellement, par exemple. Donc, on sait que les tomates, oui, je pourrais les congeler pour les mettre en sauce aussi. Donc, on aurait plusieurs façons de se dire, OK, là, ils sont rendus
trop molles à mon goût, j'ai plus vraiment envie de les utiliser. Donc ça peut être une façon là, de conserver nos tomates au lieu simplement les jeter, là, justement. Et puis, et si on parlait aussi, mais les produits laitiers, moi, je pense que c'est assez correct parce qu'on a la date de péremption dessus, on fait plus attention, mais ça arrive qu'on peut oublier, par exemple. Donc, peut-être ne pas acheter en grande quantité. Oui, puis ça, en fait, c'est un peu du essai-erreur, de connaître nos habitudes alimentaires de semaine en semaine. Je pense qu'au niveau des produits laitiers, ça se peut qu'on achète une grande quantité puis qu'on fasse finalement, j'en ai jeté beaucoup. La prochaine fois, je vais peut-être essayer un plus petit volume, par exemple avec les pots de yogourt. Si on achète le gros pot parce qu'on se dit, il est moins dispendieux, mais que finalement, j'en ai gaspillé la moitié, c'est peut-être plus avantageux d'aller avec des plus petits contenants. Aujourd'hui, je te dis, là, je pense que je vais regarder dans ma maison s'il n'y a pas de caméra parce que tu parles de mes affaires, là. J'ai acheté un gros pot de yaourt et puis arrivé à un moment, j'étais tannée de prendre du yaourt et puis quand j'ai vu la date de péremption, je prenais du yaourt à tous les jours, là, comme je veux pas que ça se... C'était trop drôle, en tout cas. On peut aussi les utiliser à d'autres façons. Par exemple, le yogourt, on pourrait toujours se faire des smoothies qu'on peut utiliser facilement comme collation ou comme déjeuner le lendemain. Donc, si on est juste tanné de manger le yogourt comme ça, on peut le transformer pour y donner une autre saveur, si on veut. OK, je te garde avec moi, Isabelle, parce que tu as d'autres astuces pour nous et je pense que je vais prendre des notes. Je vous garde aussi avec moi. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je pars au gré du vent, au bord de l'océan. Ça fait si longtemps que j'en rêve. Frencher des Françaises, Frencher des Françaises, Frencher des Françaises, Frencher des Françaises. Au 5e café, j'ai l'estomac qui gronde. L'impression de m'être mis la tête dans le micro-ondes. Devant mon fil de nouvelles, mon moral s'écroule. Je me sens comme un ermite au milieu d'une foule. Je tends la main dans le vide, entre deux statues insipides. Je voudrais enfin goûter au vrai présent. Je pars au gré du vent, au bord de l'océan. Ça fait si longtemps que j'en rêve. Frencher des Françaises, Frencher des Françaises, Frencher des Françaises, Frencher des... De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle toujours de gaspillage alimentaire avec notre diététiste professionnelle Isabelle Normandin. Et Isabelle, avant la pause, on parlait de quelques astuces que tu partageais avec nous pour éviter le gaspillage alimentaire. On a parlé de connaître le contenu de son réfrigérateur, aussi de planifier nos achats. Et un autre point, c'est faire l'achat de contenants spécialement conçus pour conserver ces aliments-là. Hormis le Ziploc, qu'est-ce qu'on peut utiliser d'autre? Oui, en fait, il y a des contenants qui se vendent. C'est une super bonne question. Il y a des contenants qui se vendent avec... il y a une petite languette sur le dessus qu'on peut ajuster pour le niveau d'humidité qu'on veut à l'intérieur du contenant. Donc, ça va nous dire, par exemple, pour certains légumes, ajuster à très peu d'humidité. Pour d'autres types de légumes, mettre plus d'humidité. C'est très facile à suivre. C'est même sur le contenant tel quel. C'est sûr que ces contenants-là sont un petit peu plus dispendieux, mais si on regarde, par exemple, une fraise qui pourrait se conserver au frigo environ 3-4 jours là, en hiver, ça peut prolonger d'une semaine dans le fond, la fraîcheur de notre fruit. Donc, pour le coût
d'achat d'une fois de ce contenant-là, on va récupérer beaucoup de sous au niveau de la perte alimentaire. Donc, nos petits fruits, par exemple, nos fraises ici, on pourrait là, justement les mettre dans ces contenants-là, ajuster au taux d'humidité et comme ça, on va éviter la moisissure, ce qui fait que nos fraises pourrissent plus rapidement, puis qu'on doive les jeter là, avant de les avoir consommées. C'est super. Et ces récipients-là, ces contenants, pardon, où est-ce qu'on peut les trouver dans tous les magasins? Dans tous les bons magasins où on va vendre des articles de cuisine, souvent c'est près des contenants de plastique habituels. Ils sont plus dispendieux, comme je disais, mais ils vont vous faire économiser au bout de la ligne parce que justement vos aliments vont être conservés plus longtemps. Parfait, merci. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas encore prêts à prendre ce contenant-là, je pense que tu as des astuces à nous partager pour mieux conserver nos aliments. Avant la pause aussi, on avait parlé un tout petit peu de la tomate. J'ai bien apprécié ton astuce. Là, on va parler de la banane. Oui, effectivement. Donc, la banane, c'est vraiment... c'est quelque chose qui est drôle parce que quand j'en parle avec mes patients, souvent on me dit, ben ma banane est bonne à moitié de la semaine. Là, je finis par les mettre au congélateur parce qu'ils sont plus très fraîches, sont plus la texture que je veux. En fait, ma suggestion, ce serait de vous acheter premièrement à l'épicerie des bananes de différents niveaux de mûrissement. Donc, on peut s'acheter des bananes qui sont très vertes, qui vont être bonnes plutôt vers la fin de la semaine, des bananes plutôt jaune-vertes, donc mi-semaine devrait être parfaite, puis des bananes qui sont prêtes, qui sont déjà jaunes, donc le lendemain matin qu'on va pouvoir consommer. Donc, si on s'achète plusieurs degrés de mûrissement, on va en avoir tout au long de la semaine. Ils vont être fraîches, mais ça peut quand même arriver qu'on a un certain point où les bananes ont beaucoup trop de petits picots noirs, on n'est plus vraiment attiré à les manger. Ils passent au smoothie direct, là. Exactement. Smoothie, c'est une super option avec le yogourt de trop, justement, ce qui nous reste. Je vais retirer les caméras de ma maison. Sinon, on peut les mettre aussi au congélateur, puis quand on a plus de temps, ben on les utilise pour faire des muffins ou un pain aux bananes, par exemple. Puis la banane, c'est quelque chose qui est très accessible. Je parle niveau prix, fait qu'on a tendance à en prendre souvent beaucoup. Moi, c'est mon fruit préféré, là, fait que je mange beaucoup de bananes comme un petit sachet, en tout cas. Donc là, il faut vraiment peut-être prendre en petite quantité et puis suivre comment tu nous montres le niveau de maturité de la banane. Exact. Puis il y a une dernière astuce que je pourrais vous donner, en fait, c'est de ne pas garder vos bananes avec d'autres fruits. Les fruits, quand on les met ensemble, vont accélérer, en fait, le processus de mûrissement. Donc, nos bananes vont jaunir plus rapidement. Donc, on les sépare, même si vous avez là les petits supports à bananes, ça peut être une astuce. Et on peut aussi mettre un papier plastique par-dessus les tiges. Donc, si on recouvre les tiges, ça va empêcher le contact avec l'oxygène, avec l'air qui crée le mûrissement de la banane. Donc, ça peut ralentir le processus de mûrissement au fil de la semaine. Wow, ça, c'est de très bonnes astuces pour nos bananes. Merci beaucoup, Isabelle. Là, on va passer aux avocats. Comment on conserve des avocats? Les avocats. Ça aussi, c'est un peu comme les bananes. Hein? C'est comme s'il faut prendre rendez-vous avec parce que c'est mûr à point une journée, on dirait. Donc, les avocats, en fait, on peut... Souvent, les gens vont me dire, ben moi, j'utilise la moitié seulement. Donc, qu'est-ce que je fais avec l'autre moitié? Mon astuce, ce serait, en fait, de couper la moitié désirée, d'utiliser la moitié qui n'a pas le noyau encore attaché. La partie avec le noyau, c'est celle qu'on va conserver pour le lendemain ou le surlendemain. On peut mettre un peu de jus de citron sur cette moitié-là qu'on va conserver. Ça va empêcher de brunir l'avocat. Et on range ça dans un contenant hermétique au frigo. Donc, le frigo, parce que c'est plus frais que le comptoir, par exemple, ou le garde-manger, ça va ralentir le processus de mûrissement. Donc, votre avocat va rester au même stade à peu près. Si malgré tout ça, la moitié devient un peu brunâtre, là, on peut juste simplement couper la partie supérieure, puis en dessous, ça va être encore tout vert, là, tout bon à manger. Merci beaucoup, Isabelle. Il nous reste 2 minutes. Je vais choisir la citrouille.
Oui, c'est une super bonne idée parce que, en fait, les gens viennent de terminer l'Halloween, on la citrouille à la maison. Donc, qu'est-ce qu'on fait? La première chose que je peux dire, c'est, en fait, les citrouilles qui n'ont pas été ouvertes, qui n'ont pas été, disons, coupées là, avec des couteaux, peuvent être utilisées pour qu'on les consomme. Donc, c'est la première astuce que je vous donnerais. Si c'était fait cette année, l'Halloween prochain, trouvez une façon de décorer votre citrouille sans insérer le couteau à l'intérieur de la chair. Okay. La raison pour ça, c'est que le contact avec l'oxygène, avec l'air ambiant, va créer de la moisissure. Donc, une citrouille qui aurait été déjà coupée ne peut pas être utilisée après l'Halloween. Par contre, si on l'a gardé intact, là, on peut utiliser les graines de citrouille, donc qu'on fait cuire au four avec des épices ou juste un peu de sel. On peut utiliser aussi la chair. Donc, la chair de la citrouille est très bonne à manger. On peut en faire des tartes, des potages. Donc, la citrouille peut être conservée à l'air ambiant sur le comptoir ou dans le garde-manger. Pas nécessaire de la mettre au frigo. Puis ensuite, c'est ça, on peut l'utiliser pour faire toutes sortes de recettes, là, autant sucrées que salées. Donc, très bonne idée là, de garder nos citrouilles d'Halloween intactes. Merci beaucoup, Isabelle. Et je te promets que je vais faire beaucoup d'efforts pour la prochaine fois qu'on se parle. Bon week-end. Tant mieux, j'ai hâte de s'en reparler. Bon week-end à toi aussi. Alors, pour vous autres à la maison, pour avoir un contact avec notre diététiste professionnel, ça sera au www.sfestottawa.ca. On va prendre une pause et juste après la pause, on va parler de comment vous protéger des cyberattaques avec notre expert Jean-François Soriol. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On n'y pense pas. Dehors la lune est pleine, on n'y pense pas. Dehors la lune est pleine, on n'y pense pas. Souvent la vie est belle, on n'y songe pas. Souvent la vie est belle, on n'y songe pas. Souvent la vie est belle, on n'y songe pas. Tu t'es blotti dans ta peine, je le sais, mais ne fronce pas. Blotti dans ta peine, je le sais, mais ne fronce pas. Blotti dans ta peine, je le sais, mais ne fronce pas. On reste poli comme on est, on se tait et ne bronche pas. Poli comme on est, on se tait et ne bronche pas. Poli comme on est, on se tait et ne bronche pas. Au quotidien, je perçois ce que tu deviens. Pas besoin d'être magicien, tu as mal quand tu souris. Ton silence me le dit, que je vienne à ton soutien. Comme ami, tu le peux bien, peut-être je n'y peux rien. Je fais mine de rien, pardon de tout et de rien. Pour ne pas que tu me dises encore une fois que ce n'est rien. Simplement que tu vas bien sur ton visage, je l'ai lu. N'ai rien dit quand je l'ai vu et faire semblant, je n'en peux plus. J'ai déjà essayé d'être malheureux mais fort. Malheureux, 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 malheureux. En vérité j'étais fort. J'étais fort, 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 j'étais fort. Si je devais le faire encore. Le faire encore si je devais le faire encore. Le faire encore si je devais le faire encore. Je serais faible et courageux. Faible et courageux, je serais faible et courageux. Faible et courageux, je serais faible et courageux. Tu n'as sûrement pas dû le faire exprès, de les laisser. Sur les ondes de TV Rogers, comme je l'ai dit avant la pause, on parle des cyberattaques avec notre expert en sécurité informatique, Jean-François Soriol. Et Jean-François, je sais que c'est un sujet qui toi aussi, là, te fatigue parce que durant la pandémie, là, ça n'a cessé d'augmenter ces histoires-là. En fait, c'est certain que on a la réaction de notre civilisation, si on veut, a été d'aller vers les technologies. J'ai hâte de pouvoir revenir en studio, je dois t'avouer. Mais entre-temps, c'est sûr, on continue à se connecter, on continue à le faire de façon électronique. Et puisqu'on passe de plus en plus de temps et que notre travail au bureau est maintenant à la maison, il y a un de mes amis qui disait, on travaille pas de la maison. On reste au bureau, on vit au bureau, parce que c'est en fait ton travail, surtout quand tu es consultant, ça dure toute la journée, la nuit, la soirée, tout ça, fait que on passe beaucoup de temps là-dessus, mais le problème, c'est que
les arnaqueurs, les pirates, ont compris que on va être beaucoup plus apte à utiliser notre téléphone pour faire quelque chose, pour faire ci, pour faire ça, sans toujours nécessairement penser aux conséquences. Puis c'est de ça qu'on parle ce matin avec les codes QR. Oh là là! Et boy. J'ai une froideur dans le dos quand j'ai vu les notes que tu as partagées avec moi, mais ça a l'air qu'ils sont partout maintenant. Donc avec les codes QR aussi, il faut faire doublement attention. Oui, parce que, en fait, un code QR, c'est exactement comme un lien dans un email. Si je vais au restaurant et que maintenant, il nous donne plus des menus papier, il nous donne des menus par électronique, il te présente un QR code comme ça et d'emblée, on a tous la... Ah ben, maintenant, c'est comme ça qu'on fait, mais je veux même plus toucher au menu papier. Ou c'est pas... Le problème, c'est que les arnaqueurs comprennent qu'on a la même insouciance en général dans l'utilisation des codes QR que dans le cliquage de liens dans un email. On en parle depuis qu'on se parle ensemble. On ne clique pas dans un lien, dans un email, surtout quand c'est un lien dans un email que tu n'attends pas. Mais j'étais avec mon fils, justement, on parlait des QR codes, j'étais en train de préparer mes acétates pour cette présentation. Je me prenais avec mon fils sur la rue, puis on parlait de QR code, puis j'avais même pas eu le temps de lui donner mes recommandations, qui me dit « Hey, regarde, ça c'est un QR code. » Il prend son téléphone, puis il le met directement. C'était dans une fenêtre, là, quelconque, dans un magasin. J'ai dit « Attention. Si tu captures un QR code avec ton téléphone, automatiquement, tu t'en vas au site web associé. » Et il y a eu un cas à Montréal sur une rue où il y a eu des arnaqueurs comme ça qui ont pris des petits collants comme ça, puis sont allés passer dans les restaurants, puis pendant que les personnes ne regardaient pas, ils collaient leur QR code sur le QR code du menu. Oh là là. Alors les gens, pendant une journée, ont eu ça, puis là, ils s'en allaient à un faux site. « Ah, ça marche pas votre affaire. Ah, ça va, je vais vous donner un menu papier. » Pendant une journée ou deux, il y a plein de gens qui ont cliqué sur ça, qui ont suivi ça, sans savoir. Donc, mes recommandations, jamais tu captures un QR code par curiosité. Parce que c'est ça. En fait, les hackers, il y a plein de hackers, ce qu'ils font, c'est qu'ils créent des petits codes, des petits QR codes, là, qui vont juste déposer sur une table, dans un petit présentoir, là. Puis là, tu penses que tu vas, par curiosité, ou ils vont dire, ils vont mettre une belle image alentour. Le monde clique là-dessus, ils se font voir. Capturer un QR code par curiosité ou sans savoir qu'il est vraiment légitime, c'est comme cliquer dans un lien dans un email sans savoir où ça va. Alors moi, quand je suis au restaurant, avant de prendre mon téléphone pour regarder un QR code dans un menu, je gratte le QR code pour voir s'il y a un collant par-dessus. Je vais demander, moi, les QR codes pour les menus. Non, moi, je demande le menu papier. Je fais en sorte que je vais valider que le QR code est valide. Donc, je vais demander, est-ce que c'est votre QR code? Est-ce que c'est ici que je prends le menu? Ces choses-là. Mais s'il y a un QR code qui est sur un comptoir comme ça, jamais tu amènes ton téléphone pour le capturer. Parce que c'est de répondre justement au désir du hacker qui veut que tu aies la curiosité d'aller cliquer sur le lien. Puis là, t'es déjà fait. Tu me fais paniquer. C'est rendu partout les QR codes, là. Même dans les magasins, tu veux rentrer comme... Il faut vraiment que tu valides. Oh, mon Dieu, c'est... Donc le passeport vaccinal, là, qui a un QR code, il n'y a pas de problème. L'organisation va valider ton QR code. C'est toi, lorsque tu veux capturer un QR code, assure-toi que le QR code est légitime. Parce que sinon, en fait, il y a les téléphones Android qui sont beaucoup plus vulnérables que les téléphones iPhone. Avec l'iPhone. Tu amènes ton téléphone pour prendre un QR code et c'est vraiment un jeu d'enfant d'infecter un téléphone Android. Donc, tu vas sur un site, en regardant le QR code, tu es déjà attaqué. Ton téléphone Android est déjà attaqué. Donc, ouais. Alors, pour les iPhones, on ne dira pas qu'on est super protégé ou que les iPhones sont super protégés, mais il faut aussi faire attention.
Exactement. Parce que tu peux prendre en fait, c'est ce qui est arrivé à Montréal. Tu amenais ton téléphone sur le QR code, tu pensais que c'était un menu. Il t'amenait à un menu, mais entre-temps, il te demandait de l'information. Puis des gens qui comprennent pas que c'est une arnaque ont commencé à rentrer de l'information. Puis là, il y a déjà beaucoup d'informations qui étaient capturées par les hackers. Donc, faire attention au QR code, valider que c'est un QR code légitime avant d'aller le capturer. Mais je vais te le dire aujourd'hui, là, on est heureux de t'avoir sur l'émission à chaque fois. Parce que ça, là, c'est pas quelque chose qui se dit un peu partout. Là, nous, on sait pas. On fait juste comme, allez, c'est rapide, là. On fait et puis on avance. Parce que souvent, on n'a pas envie de se faire achaler par quelqu'un. Tout à fait. Puis je pourrais même pas vous donner le nombre d'attaques possibles. Il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines d'attaques possibles basées sur le cliquage sur un lien, qui est exactement ce qu'on fait avec un QR code. On rejoint un lien, puis tu sais pas d'où ça va. Là. En tout cas, je te garde avec moi, JF. On va prendre une pause. Et juste après, on va parler d'une cyberattaque qui a eu lieu à Terre-Neuve. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle toujours de cyberattaque et on profite des bons conseils de notre expert Jean-François Soriol. Et Jean-François, on parle d'une cyberattaque qui a eu lieu dernièrement à Terre-Neuve. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'est une attaque qui a encore lieu. C'est pas réglé du tout, puis ça va peut-être prendre encore des semaines avant que ce soit réglé. Je vous explique comment ça se passe. On a déjà parlé de rançongiciel ou de ransomware, et c'est ce qui est arrivé. Pour une raison ou pour une autre, il y avait une faille dans le système central de santé à Terre-Neuve. Terre-Neuve et Labrador, là, tous les citoyens de Terre-Neuve, de la province au complet, ne peuvent pas aller à l'hôpital. C'est seulement les urgences qui sont possibles en ce moment parce que tout le système électronique de santé, avec tous les hôpitaux, avec tout ton dossier client, c'est tout barré. C'est barré parce que les hackers ont réussi à rentrer d'une certaine façon et ils ont pris l'information, ils en ont capturé une bonne partie et ils ont bloqué tous les systèmes. Ce qu'on appelle du ransomware, ils ont chiffré toutes les données de sorte que on ne peut plus utiliser les données, on ne peut plus utiliser les services dans les hôpitaux, de faire des rendez-vous. Tout est cancellé ou est remis depuis samedi dernier. C'est là que l'attaque a commencé. Et tout maintenant est sur papier et tout ce qu'ils peuvent faire en ce moment à Terre-Neuve et Labrador, ce sont les urgences. Et j'ai eu vent d'un cas, parce que je connais quelqu'un à Terre-Neuve, qui m'a dit que quand il est arrivé à Terre-Neuve pour recevoir sa dose de chimiothérapie, l'hôpital lui ont demandé c'est quoi le médicament qu'on vous donne pour la chimiothérapie. Hey, il faut qu'il demande au client. Alors c'est horrible ce qui se passe en ce moment.
Et ce qu'ils ont et le but du hacker, c'est de chiffrer ça et de demander une rançon. On en parle depuis des années. Et c'est reconnu que c'est l'attaque qui est la plus virulente, qui est la plus propagée. Et avant, les hackers se dirigeaient vers des individus. Et ils demandaient 80$, 800$, des choses comme ça. Mais là, maintenant, c'est vraiment vers les entreprises qu'ils vont. Ils vont vers les petites et moyennes entreprises et surtout les infrastructures critiques. Aux États-Unis, il y a eu une compagnie de transport de pétrole qui a été hackée. Ils ont payé des centaines de milliers. Je pense que non, ils ont payé quelques millions de dollars pour finalement le FBI s'en est mêlé. Ils ont réussi à rattraper ces argents-là, mais c'est très, 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 très rare qu'on peut retrouver ces argents-là. Les hackers ont dû demander des sommes folles. Écoutez, c'est le système de santé de la province. Oui. Pas juste un hôpital. La province. Ils ont dû demander des sommes folles, des dizaines de millions de dollars, ils ont dû demander. En tant qu'expert en sécurité informatique, on recommande toujours de ne pas payer. Mais c'est pas facile. Ouais, là, en ce moment, Terre-Neuve, même dans les entrevues qu'ils ont offert, ils ne dévoilent pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire parce qu'ils savent que les hackers sont encore dans leur système. Puis les hackers écoutent les conférences de presse pour savoir parce que j'imagine que Terre-Neuve a décidé de ne pas payer. Parce qu'en ce moment, ils sont en train de rebâtir le système. S'ils avaient payé, ils auraient retrouvé, généralement, on pense qu'ils auraient réussi à retrouver leur système en dedans de quelques jours. Mais là, ça fait déjà une semaine, puis c'est pas réglé. Là. Ils essaient de rebâtir leur système et de rebâtir les dossiers clients de par les backups qu'ils ont, tout ça. C'est pas donné, c'est pas facile, absolument. Ça peut leur prendre des semaines et des mois. En Irlande, c'est arrivé, ça leur a pris plusieurs mois pour se remettre en place. Je ne sais pas comment tu fais pour travailler avec autant de calme dans ce domaine. Sincèrement, là, je boue de l'intérieur. C'est méchant, ça. Puis en tant que contribuable à Terre-Neuve, il n'y a rien que je peux faire pour me protéger contre ça. Il n'y a rien. En tant que client ou patient dans un hôpital, tu n'as rien que tu peux faire. Et le gros problème dans tout ça, là, c'est que les hackers, ils disent, il faut que tu nous donnes des millions de dollars, là, et que si tu ne nous donnes pas ça par tel temps, nous, on va prendre l'information qu'on a capturée, puis on va publier ça sur le dark web. Et qu'est-ce qu'ils ont capturé? Tous les dossiers de médicaux de tous les résidents de Terre-Neuve et Labrador. Alors là, c'est le chantage. Moi, mettons que j'ai telle maladie ou quoi que ce soit, quelqu'un a mon dossier patient, il me contacte, me dit je vais donner ça à tout le monde si tu me donnes pas XXX. Après, c'est donc du chantage, vol d'identité, plein de choses peuvent arriver. C'est pas réglé pantoute. Puis c'est vraiment pas facile. En tant qu'expert en sécurité informatique, là, je comprends lorsqu'une compagnie décide de payer. Je recommande de ne pas le faire, mais je comprends qu'une compagnie qui n'a pas les capacités de tout rebâtir, qu'est-ce qu'ils font? Ils ferment porte. Le système de santé ne peut pas fermer porte. Non, du tout. C'est ce qu'on appelle un pilier critique de notre infrastructure. Le problème, c'est que... J'imagine comment ils sont désarmés face à une situation comme ça, parce que c'est le domaine de la santé, là. C'est pas une entreprise quelconque, là. C'est la santé. En plus, on est en période de pandémie. Et c'est pour ça que les pirates visent les hôpitaux, les villes, la ville de Pembroke a été hackée comme ça. Ils ont fallu qu'ils payent pour pouvoir avoir accès à tous les dossiers, tous les systèmes qu'ils avaient. Donc, le problème, c'est qu'il faut qu'on protège tout. Et le hacker a besoin de trouver un trou. C'est de l'hygiène, on appelle ça de l'hygiène informatique et c'est beaucoup plus compliqué ou beaucoup plus difficile de faire ça régulièrement et d'être vraiment complet dans la gestion informatique parce que les hackers, eux, tout ce qu'ils font, c'est qu'ils envoient des robots, si on veut, qui font des recherches partout au monde. Et lorsqu'ils trouvent un serveur ou un data center comme à Terre-Neuve qui a des failles,
eux autres reçoivent une indication. Ils ne savent pas que c'est Terre-Neuve ou quoi que ce soit. Ils font des recherches comme ça, ils envoient des robots, puis lorsque un système vulnérable est identifié, là, il y a un humain qui arrive et qui dit, bon, qu'est-ce que je pourrais faire? Quelle entreprise est-ce que c'est? Wow! Le système de santé à Terre-Neuve, hey, ça, c'est de l'argent. On va se faire des millions de dollars là-dedans. Est-ce que tu penses que c'est juste une seule personne qui peut être derrière cette machination-là? Non. Mais c'est ça. Ah non, c'est des équipes. On appelle ça du crime organisé. Si dans le temps, on parlait du crime organisé comme étant la mafia, là, à Montréal, je parle Montréal parce que je vivais à Montréal, on parlait du crime organisé comme ça. Hey, le crime organisé sur le dark web puis sur les groupes de hackers comme ça, là, ils sont organisés puis ils sont nantis de millions de dollars parce qu'à chaque fois qu'ils réussissent à attaquer une entreprise, ils reçoivent en bitcoin ou en argent comme ça virtuel, ils reçoivent des milliers, des fois des millions de dollars. Hey, ils ont du cash pour être capables de pouvoir là, continuer à faire leurs attaques. C'est vraiment... Et on réussit à attraper le 1/100 de ces gens-là, donc ouais. Écoute, c'est moi, pas facile. Je vais inviter les gens là, à aller te voir sur ton site web, là, prendre rendez-vous peut-être avec toi, parce qu'à l'heure où on est rendu, là, je pense que tout le monde doit se protéger, comme si on partait en guerre, là. C'est rendu fou, cette histoire-là. Merci beaucoup, Sur l'Internet, les hackers, c'est la guerre qu'ils font. Ben, c'est ça, T'as raison. c'est ça. Écoute, je te souhaite un bon week-end et puis au plaisir de te parler une prochaine fois. Absolument. J'ai hâte de retourner en salle. Oui, nous aussi. Bye Puis bye. j'apprécie l'information sur les bananes. OK, merci. Alors, pour vous autres à la maison, www.securitygf.com, c'est le site web de notre expert en sécurité informatique. On se voit juste après la pause. Si vous regardez entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. À la prochaine émission, nous voyageons au Pérou avec Philippe Sabourin et nous cuisinons le lomo saltado. Bouffe sur la route, dimanche 20h sur TV Rogers. Dans cette édition d'Encore jeune, une exposition au ralenti, Normand Latour, le seul maître à bord, et les 40 ans du MIFO. Encore jeune, dimanche 19h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, j'aimerais vous rappeler que exclusivement le 11 novembre, journée du souvenir, l'émission Entre nous sera exclusivement, comme je l'ai dit, en live à partir de 10h30 et non 11h. Donc, il faudrait vous rappeler que l'émission ne sera pas live à 11h, mais plutôt à 10h30. Et pour ma part, j'aurai l'honneur d'animer la cérémonie de commémoration de ce jour du souvenir là au MIFO. Donc, on sera en direct. Vous pourrez voir tout ce qu'on a préparé pour vous. Donc, je vous invite encore à vous rappeler que ça sera en live à 10h30 le 11 novembre et non pas à 11h. Je me suis fait le plaisir de passer 7 heures avec vous. J'aimerais vous rappeler que la semaine prochaine, à partir de la semaine prochaine, on célèbre, on va dire, la semaine de l'immigration francophone. Et lundi 8 novembre, j'aurai à discuter avec Olivier Hussen de son parcours depuis son arrivée au Canada. Je vais aussi avoir la chance de parler avec Clément Yelou de Statistique Canada
qui va lever le voile sur l'indice des prix à la consommation. On en a parlé tantôt avec notre diététiste professionnel, mais il va nous apporter plus d'éléments. Et on va aussi discuter avec Karine Toupine-April qui nous parlera de ses projets d'intervention et en rhumatologie, pédiatrique et pour adultes. On se voit lundi. Bon week-end. Bye bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Mon mari est un homme et un père formidable lorsqu'il ne boit pas. Cela me dérange vraiment que mon mari choisisse l'alcool plutôt que nous. S'il nous aimait, il cesserait de boire, non? Ma conseillère m'a suggéré d'essayer Alanon. Je ne comprenais pas pourquoi, mais je suis heureuse d'y être allée. Êtes-vous préoccupé par la consommation d'alcool d'une autre personne? Vous n'êtes pas seul. Alanon ou Alatine peut vous aider. 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org. À la prochaine émission Promenade dans le temps, je vous invite à découvrir que l'ancienne prison de l'Orignal, la plus ancienne prison de l'Ontario, ainsi que Caledonia Springs, la ville fantôme qui était autrefois la plus importante station thermale du Canada. Une émission à ne pas manquer. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers.